Je ne suis pas folle. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Voilà, cette fois-ci, j'enregistre la conférence pour les personnes qui ne pourront pas la voir. Donc, comme ça, elles pourront accéder au replay. Bonsoir Olivia. Bonsoir Kathleen. Voilà, donc essayez le chat un petit coup. Comment mettre le son, Élise? Normalement, quand tu te connectes, il te demande si tu veux connecter l'audio. Donc, voilà, en principe, si tu as dit oui, à ce moment-là, c'est OK. Sinon, reconnecte-toi depuis le lien. Voilà, pour vérifier. OK, Sylvie, même problème. Donc, peut-être déconnectez-vous, reconnectez-vous. Et puis mettez bien, connectez l'audio de l'ordinateur. Et je sais qu'il y a cette option quand on se connecte. Voilà, peut-être que du coup, ça fonctionnera mieux. Ou est-ce que votre micro, votre ordinateur a bien le son? Que moi, ça m'arrive. C'est-à-dire que je suis sur 0 et j'ai l'impression que il y a des problèmes partout. En fait, c'est juste parce que j'étais en muet sur l'ordinateur. Donc voilà, donc il y a Élise et Sylvie qui ont un petit peu ce problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a rencontré ce problème de son? Sinon, pour les autres. Angie aussi, même problème. Tenez-moi au courant. Au niveau du son, c'est un petit peu embêtant de ne pas entendre. En principe, vous m'entendez. Et simplement, vous pouvez vous mettre en muet si vous voulez. Vous pouvez activer votre micro. C'est en bas à gauche, normalement, de votre écran. Vous avez cette option muet. Voilà, donc vous pouvez soit activer, soit faire silence et puis simplement écrire quand vous voulez écrire. Voilà, vous avez un peu cette possibilité. Donc, pour Élise, c'est bon. Quel était le problème, du coup, Élise, si ça peut aider les autres? Si tu peux nous dire comment tu as résolu ce problème de son. Voilà, n'hésite pas, comme ça tout le monde peut un petit peu participer. Du coup, les filles, déjà, bienvenue à toutes, bienvenue aux nouvelles, hein, celles qui sont là depuis pas très longtemps. Je suis vraiment hyper contente pour elles parce que je sais qu'elles sont au bon endroit, en tout cas dans un des bons endroits qui existent pour avancer, pour apprendre des choses et surtout pour expérimenter. Et vous l'avez compris, moi, c'est un petit peu le cœur de ma démarche. C'est vraiment qu'on essaye ensemble des choses. Donc, vous allez voir, ce soir, on va encore essayer ensemble des choses. Faut savoir que moi, je me forme beaucoup et donc, en fait, tous les mois, je propose un peu une nouvelle thématique, un nouvel éclairage, on va dire, sur le développement personnel, sur la psychologie positive, bref, sur tout ce qui nous permet, pour moi, de mettre en pratique des petites actions pour vivre mieux. Et le thème de ce soir, c'est l'amour. Donc, on va parler d'amour. On va essayer de cultiver ensemble l'amour. On va voir ensemble quelques pratiques pour cultiver l'amour. Et surtout, on va voir que l'amour, c'est pas forcément ce qu'on pense. Voilà, il y a pas mal d'idées reçues au terme de ce mot amour. Hein. Bien souvent, on le confond avec désir et passion. C'est pas la même chose du tout. L'amour qui rend heureux, c'est pas du tout cet amour-là. Alors, voilà, ça va peut-être être un petit peu déroutant. Moi, très personnellement, c'est une recherche que je fais sur l'amour depuis maintenant quelques années. Et je me nourris beaucoup de tout ce que je lis. Et en réalité, je m'aperçois que tout est assez concordant en matière d'amour. Donc, voilà un petit peu de quoi on va parler. Juste pour la technique, Élise nous dit que elle a cliqué sur le micro. Elle a choisi l'option du dessus. OK. Donc, si ça peut aider quelqu'un. Est-ce que tout le monde a résolu son problème de son? Sylvie, ça va? C'est bon? Le son est revenu? C'est un petit peu dommage sinon d'être sans le son. Donc, n'hésite pas à me dire, Sylvie. Alors, ce soir, Alix ne sera pas présente. Donc c'est moi qui répondrai du coup à vos questions. Donc, voilà, si j'en rate, n'hésitez pas à me le redire parce que comme je suis en même temps dans ce que je dis, voilà, je peux tout à fait zapper une question et voilà, c'est pas du tout de l'ignorance volontaire, on va dire, mais c'est vraiment que voilà, j'essaie de faire toutes les petites choses en même temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler d'amour déjà ce soir? On peut avoir l'impression que l'amour, c'est un peu un sujet, on va dire, périphérique, puisque bien souvent, pour nous, l'amour, c'est quoi? En premier lieu, quand on parle d'amour, on pense bien sûr à une relation de couple, hein, trouver un chéri, se marier, et éventuellement pour les mamans, eh bien l'amour qu'on a pour nos enfants. Enfin, on a vraiment, on rattache très naturellement l'amour à donc cette idée d'amour exclusif. Alors Sylvie nous dit non. Sylvie, est-ce que tu peux te déconnecter puis par exemple te reconnecter?
pour voilà, relancer la machine et puis et essayer de reprendre cette option. C'est vraiment quand tu te connectes que tu as l'option rejoindre l'audio avec l'ordinateur et c'est là qu'il faut que tu cliques. Mais du coup, si je te parle et que tu ne m'entends pas, je suis en train de me rendre compte que ça n'a aucun sens ce que je fais. Donc, je vais t'écrire du coup en même temps. Sur le lien, comment ça se dit le lien? Accéder, je crois, à l'audio de l'ordinateur. Voilà Sylvie. Désolée pour les autres. Voilà, je pense que comme ça, c'est plus clair. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une soirée pour parler d'amour? Parce que notre dernier webinaire a été consacré à la peur. Alors, simplement pour celles qui ne sont pas habituées, je fais une présentation et vous pouvez me poser vos questions à tout moment. Hein, et vous me posez vos questions en plein milieu et également à la fin, on laisse un temps d'échange. Ou si vous avez des questions qui vous viennent n'importe quel moment, vous les posez. Voilà, le but, c'est vraiment que ce soit participatif. D'ailleurs, je vous dis que je vais vous faire une présentation, mais c'est pas exact parce qu'on va vraiment faire quelque chose de constructif, de collaboratif, on va dire. Donc, moi, j'ai préparé des réflexions sur ce thème et des exemples de pratiques que je vais vous proposer de faire. Le but, c'est vraiment que vous les enrichissiez en rebondissant dessus, en donnant votre avis, en répondant aux questions, en faisant les petites pratiques voilà, que je propose. Merci Élise de participer pour aider Sylvie à s'en sortir, même si je ne la vois plus, donc je pense qu'elle s'est connectée. Le temps de réessayer. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler d'amour? Parce que je m'aperçois d'une chose, c'est que pendant longtemps, je pensais que l'amour, c'était un petit peu un sujet, comme je le disais, périphérique, à savoir aimer son partenaire, prendre soin de son partenaire, de sa relation de couple. Donc vraiment, comment dire, je limitais, je réduisais un petit peu l'amour, hein, le sentiment d'amour, à cette relation conjugale, cette relation de couple. Et puis, de plus en plus, j'ai le sentiment, et je l'ai expliqué dans une vidéo sur le groupe Facebook, je l'ai également expliqué dans la dernière conférence que j'ai animée sur la peur, en réalité, on a un petit peu, c'est comme si on était partagé entre deux choses. On a une sorte de pôle, on va dire, qui est très lumineux, qui est notre nature, qui est la bonté naturelle, qui est la gentillesse, qui est l'amour. Et quand on est dans l'amour, eh bien, on est animé par l'envie et on se laisse en fait la possibilité d'être celle qu'on est. On est dans une sorte de lumière, on pourrait le schématiser comme ça. Donc, on a vraiment ce pôle-là qui est très lumineux, qui est uniquement « je suis guidée par l'amour, je donne aux autres, je donne tout ce que j'ai de meilleur à donner, je veux dire, je me laisse exprimer celle que je suis. » Et on a un autre pôle qui fait également partie de nous, au même titre que l'amour, c'est pour moi tout ce qui est la peur, la face, on va dire, plus obscure de nous-mêmes, la peur de manquer de quelque chose, la peur de ne pas être reconnu, la peur d'être abandonné. Là, il y a énormément de peur, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être apprécié à notre juste valeur. Et j'ai de plus en plus le sentiment qu'en fait, notre vie dépend quelque part de la balance entre ces deux pôles. C'est-à-dire que naturellement, et j'ai envie de dire encore plus, les personnes hypersensibles qui n'ont pas été sécurisées quand elles étaient plus jeunes, ce qui est notre cas à bon nombre de membres de cette formation, eh bien, en fait, j'ai l'impression que c'est parce qu'on laisse, à un moment donné, on avait de l'amour à donner, mais on n'a pas été rassuré comme on l'entendait. Et du coup, notre autre pôle, un peu nos peurs ont pris le dessus. Et donc, notre lumière est un peu éteinte. On a toujours peur de plein de choses. Et dans des cas extrêmes, eh bien, ça va être carrément la peur qui va guider notre vie. Moi, j'ai fait d'ailleurs des vidéos il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là, le sentiment que j'ai eu pendant longtemps que la peur dirigeait ma vie. J'avais peur de quitter mon travail, j'avais peur de dire ce que je pensais aux autres, j'avais peur qu'on se moque de moi si je disais ça, j'avais peur de me positionner sur un sujet, j'avais peur d'aller à l'étranger, j'avais peur de tout un tas de choses. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment que ma vie était dirigée, guidée par ces peurs. Et donc, on a travaillé le mois dernier sur comment surmonter la peur, comment passer à l'action malgré la peur, parce que je crois que c'est vraiment une des façons d'agir. Sylvie, je vois que tu es revenue, n'hésite pas à nous dire un petit peu comment ça se passe pour toi, si c'est mieux.
Donc, c'est une des façons pour moi d'améliorer sa vie. Mais là, je parle d'une amélioration, on pourrait dire, en profondeur, hein. C'est-à-dire que dans la formation, il y a énormément d'actions dans tous les domaines de notre vie. Et là, c'est vraiment un travail de fond, un travail sur les croyances, un travail sur un petit peu la toile qui sous-tend tout le reste. Donc, on peut travailler sur ce pôle peur en apprenant à surmonter la peur. On l'a fait le mois dernier. Donc, l'idée, c'était d'identifier nos peurs. L'idée, c'était de passer à l'action malgré la peur. Et d'ailleurs, je vous avais parlé d'une de mes plus grandes peurs le mois dernier, et une peur que j'avais décidé d'affronter, puisque c'était le fait d'animer une conférence dans le monde réel, donc à un événement du numérique, et donc quelque chose que j'ai fait la semaine dernière, il y a 10 jours. Donc, on avait partagé ensemble nos plus grandes peurs, et puis et ben, on s'était encouragé à passer à l'action malgré tout. Donc, c'était un très beau moment. Mais je vous disais, je pense qu'il y a deux façons d'agir, soit surmonter les peurs, soit cultiver l'amour. Et donc, je m'étais dit, écoutez, je consacrerai la prochaine session à cette question de l'amour, qu'on essaie de comprendre un petit peu mieux de quoi il retourne et qu'on essaie de voir un petit peu ensemble comment on peut cultiver cet amour au quotidien. Alors déjà, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça vous parle quand je parle de pôle, peur, amour, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous pense? Est-ce que ça fait écho en vous ou est-ce que vous ne voyez pas du tout le truc? Voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis, vos retours, savoir si là déjà ça va un petit peu trop loin pour certaines. Parce que j'ai bien conscience d'une chose, rassurez-vous, hein. Euh, Jessica, donc toi tu dis que ça te parle bien cette idée, donc voilà, comment dire, ça résonne en toi, puisque l'idée c'est vraiment que ça résonne en vous ce que je raconte. Moi, très franchement, ce discours-là, si je l'avais entendu il y a quelques années, je pense que j'aurais été totalement hermétique. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question, est-ce que ça vous parle? Parce que moi, voilà, je pense que j'aurais pas compris. J'aurais pas compris. Voilà, donc il y a Eliane qui dit que ça lui parle, surtout depuis qu'elle a lu le livre de Sonia Choquette sur la peur et l'amour. Voilà, justement, ces deux pôles. Alors, est-ce qu'elle en parle comme de deux pôles? J'ai pas lu cet ouvrage, Eliane. Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans son discours? Moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai, mais c'est une impression qui vient de toutes les recherches que j'ai faites. Et on va creuser, si vous voulez bien, un petit peu cette question ensemble. Alors, rassurez-vous, je suis complètement nulle en philo. J'ai eu 6 au bac en philo. Ça a été la pire note de ma vie. Donc, je ne vais pas faire de philo ce soir. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière ce mot amour pour mieux comprendre comment on peut agir dessus. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que je me forme sur énormément d'approches différentes, que ce soit le développement personnel au sens large, qui parle peu d'amour finalement, la psychologie positive, qui est plutôt l'approche scientifique, on va dire, du bonheur, la loi d'attraction, qui est plutôt, on pourrait dire, l'approche spirituelle du bonheur. Il y a d'autres façons de le décrire, mais en gros, pour vous donner des idées. Je m'appuie également sur le bouddhisme, parce que j'ai pas mal étudié le bouddhisme. C'est vraiment on va dire une sagesse, on pourrait la décrire comme ça, qui me parle beaucoup. Et je commence à interviewer beaucoup de personnes également sur ces questions-là. Et en fait, j'ai l'impression que toutes se relient et au final disent la même chose. Donc, je trouve ça assez intéressant. Par exemple, en psychologie positive, donc si vous ne la connaissez pas, c'est la science du bonheur. Donc, c'est vraiment une discipline qui fait des études, des expérimentations pour réussir à identifier ce qui nous rend plus heureux ou pas. Donc, c'est vraiment quelque chose, il y a eu vraiment des démarches, des protocoles, des statistiques, enfin, qui respectent tout un tas de procédures. C'est extrêmement carré. Et la psychologie positive commence à identifier le fait qu'au-delà de toute chose, ce qui nous permet de vivre le plus heureux, ce qui nous permet de vivre le plus longtemps, le plus en bonne santé, qui a le plus de bienfaits positifs, eh bien, c'est l'amour. Et c'est assez récent, parce que vous savez, pendant très longtemps, la psychologie s'intéressait plus à l'étude des pathologies des personnes donc, qui n'étaient pas heureuses que l'étude de ce qui faisait qu'on était vraiment heureux. Donc, c'est quelque chose d'assez récent, voire encore parfois on va dire, décrédibilisé, en tout cas
pour moi pas assez valorisé, alors que c'est vraiment important. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus que notre corps est conçu pour aimer. Il est conçu pour aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on aime, eh bien, il y a des mécanismes en place dans notre corps qui font qu'on a un système immunitaire, par exemple, qui est renforcé, qui font qu'on va dormir mieux, qui font qu'on va être donc moins sensible aux maladies, donc être en meilleure santé, qui font qu'on va vivre plus longtemps. Carrément des études qui montrent cela, que l'amour nous permet de vivre plus longtemps. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, c'est un truc qui m'interpelle énormément. Le fait que plus on aime, plus on cultive l'amour, plus on augmente notre espérance de vie. C'est un truc qui m'interpelle beaucoup. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu Ilona Boniwell, un live Facebook. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont vu ce live. Ilona Boniwell, c'est vraiment une experte francophone, voire internationale, puisqu'elle travaille dans le monde entier en psychologie positive, qui a créé un master appliqué de psychologie positive appliquée. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait considérer que finalement l'homme, naturellement, est fait pour l'amour? Parce qu'on entend beaucoup ce discours autour de nous, dans les médias par exemple, qu'il y a des guerres partout, qu'il y a des voleurs, qu'il faut faire attention aux autres, et on ferme nos portes à clé, et on n'ose plus dire bonjour dans la rue, quand on croise un inconnu, on a peur. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment cette idée un petit peu de culture de la peur, de l'autre est un danger, etc. Et il y a également cette idée d'individualisme. On a l'impression qu'on est de plus en plus égoïste, que on cherche les réseaux sociaux pour plus avoir de relations. Enfin, il y a un peu cette idée que l'homme serait fondamentalement méchant et courrait à sa perte. Et donc, moi, je lui ai posé cette question, parce que c'est un débat que j'ai assez souvent avec des personnes de ma famille. J'ai demandé à Ilona Boniwell, du coup, si les études montrent que le corps est fait pour aimer et que si on aime, on vit plus longtemps, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, notre nature, elle est fondamentalement bonne, que notre nature, c'est d'aimer et qu'en réalité, on est peut-être ici, espèce existant sur cette terre perdue au milieu de l'univers, justement pour ça, pour l'amour. Est-ce que c'est pas finalement la plus belle chose qu'on puisse faire, d'aimer les autres? Vous allez voir, parce que l'amour est pas exclusif, je vais y revenir. Et donc, je lui ai posé cette question, est-ce qu'on peut en conclure que notre nature est fondamentalement bonne et que finalement, l'amour, eh bien, c'est notre plus haute émotion et la plus belle chose qu'on puisse faire. Et elle m'a répondu oui, en effet, que pour elle, elle est convaincue que l'amour, c'est notre émotion suprême, qu'on n'a rien de plus beau à faire que l'amour, que c'est ce qui peut sauver l'humanité. Je vais un peu loin, mais vous allez voir ensuite pourquoi je dis ça. Mais bref, voilà, que c'est vraiment l'émotion la plus haute qu'on puisse cultiver, qu'on puisse ressentir, celle qui permet à l'homme de vivre heureux et de vivre longtemps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en nous, bien souvent caché par la peur. Hein, c'est pour ça qu'il y a un peu cette idée, cette dichotomie entre les deux, comme un balancier entre les deux. Soit on a peur, soit on aime, mais vraiment cette idée de deux pôles en nous. Et donc, voilà, que la plus belle chose qu'on pourrait faire, c'est l'amour et que nous sommes faits pour ça, que notre corps est fait pour aimer. Et donc, que quand on n'aime pas vraiment, quand on a plus peur que ressentir de l'amour, vous voyez, quand la peur prend le dessus, eh bien, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux, on n'est pas heureuse. Notre corps est mal également. On est plus sensible aux maladies, etc. Donc, il y a vraiment cette idée. Et là, je ne vous parle pas d'un truc perché, entre guillemets. Je vous parle vraiment de psychologie positive, donc d'une science du bonheur qui prouve que notre corps est fait pour aimer, qu'on n'a rien de mieux à faire que cultiver l'amour. Alors, dans la formation, moi, je propose une partie sur l'amour. En réalité, il faudrait presque qu'on commence par là, qu'on termine par là et qu'on en fasse un petit peu tout le temps entre les deux, quoi. En gros, c'est vraiment quelque chose qui sous-tend tout le reste. Donc, voilà pourquoi c'était important pour moi de revenir sur ce point-là. Donc là, c'était le point de vue de la psychologie positive. Donc, assez récemment, en discutant avec Ilona Boniwell, je me suis aperçue qu'elle avait ce point de vue en tant qu'experte, que l'amour, c'était vraiment notre émotion numéro 1. La plus belle chose qu'on puisse faire, celle qui a même de faire perdurer l'espèce humaine, carrément. Donc, quelque chose qui est dans notre nature. Et puis, je me suis également pas mal intéressée à la loi d'attraction récemment, donc toute autre approche, quelque chose de beaucoup moins fondé scientifiquement, mais qui a beaucoup d'adeptes.
Merci Eliane. La conférence avec Ilona, c'était effectivement passionnant. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, c'est un live Facebook, donc c'est accessible sur notre page Facebook. Donc ça, c'était pour la psychologie positive. Et donc, il y a l'approche de la loi d'attraction. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent la loi d'attraction. Moi, je m'y intéresse depuis quelque temps parce que j'ai l'impression qu'en réalité, toutes ces approches, elles ont toujours quelque chose de vrai, en fait. Au départ, j'étais assez dans l'opposition, à savoir, soit je croyais en la psychologie, d'ailleurs, on n'a pas besoin de croire en la psychologie positive puisque ce sont des faits, mais soit j'étais à fond, on va dire, dans la psychologie positive, soit j'étais à fond dans quelque chose de plus spirituel. Mais en réalité, quand on regarde tout ça, on s'aperçoit que tout est lié. Si vous voulez, c'est comme une roue de vélo. Hein. Au centre, il y a le bonheur, l'amour, voilà, comment dire, les objectifs suprêmes qu'on peut chercher. Et puis ensuite, il y a tous les rayons de la roue. Et finalement, toutes ces approches, elles mènent au même endroit. Et je trouve intéressant donc de s'enrichir un peu de tous les points de vue. Et cette loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour celles qui ne la connaissent pas, elle nous dit que la réalité est en gros créée par nos pensées. C'est-à-dire que notre façon de penser va impacter la réalité et que en pensant certaines choses, on va les attirer à soi. Voilà, pour en faire une définition très simple, très schématique. Et la loi d'attraction, elle nous dit donc que nous sommes déjà des champs d'énergie. Alors ça, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu particulier quand on n'est pas initié, mais il faut savoir que la science arrive à la même conclusion, à savoir que à l'œil visible, on va dire, visible dans notre vue classique, eh bien, nous sommes de la matière, hein, on peut se toucher, on est dur, vous me voyez toutes à peu près pareilles a priori, mais qu'à un niveau infiniment petit, nous sommes de l'énergie, des ondes énergétiques, donc des fréquences. Tout ça me semblait un petit peu bizarre jusqu'à peu, mais bon, bref, donc il y a vraiment cette idée dans la loi d'attraction, donc on émet des fréquences en permanence, et cette idée que le sentiment d'amour, eh bien, c'est la fréquence la plus élevée qu'on peut transmettre, qu'on peut diffuser. Et je trouve ça assez intéressant de voir que un discours très technique et scientifique en psychologie positive aboutit à la même conclusion que un discours, on pourrait dire, très perché, qui est celui de la loi d'attraction, qui dit finalement la même chose, que la fréquence la plus élevée, positive qu'on puisse émettre, c'est l'amour. Donc les deux sont d'accord là-dessus. Donc ça, je vous avoue que ça m'a aussi un petit peu interpellée. Je me suis dit quand même, là, ce sont deux approches qui aboutissent à la même conclusion. Et donc, comme je vous le disais, j'ai étudié également le bouddhisme depuis quelques années, je m'y intéresse beaucoup. Et le bouddhisme, eh bien, nous dit la même chose. Dans le bouddhisme, en fait, notre nature fondamentale, eh bien, c'est la bonté fondamentale. C'est-à-dire que nous sommes tous reliés les uns aux autres par notre conscience. On appartient tous, on est comme les petites gouttes en fait d'un océan. C'est-à-dire qu'on appartient tous à la même chose, toutes et tous à la même chose. Et il y a cette idée de conscience universelle. Nous sommes unis, connectés, dépendants les uns des autres et tous reliés par cette idée de conscience universelle qui a un synonyme dans le bouddhisme, c'est l'amour également. L'amour universel, la conscience universelle, c'est la même chose. Il y a vraiment cette idée d'unité de l'humanité dans l'amour. Que notre point de départ, ce serait l'amour, notre point d'arrivée, ce serait l'amour. Donc, le bouddhisme a également, comme, on va dire, comme cœur de théorie, cette idée d'amour, cœur de pratique aussi. Je parle de théorie, mais c'est très pratique au contraire. Donc, il y a vraiment également cette idée, l'amour est un point central dans le bouddhisme. Et pour vous donner un autre exemple de ce cheminement que j'ai fait avec l'amour, parce que je trouve que c'est intéressant de voir en fait tous ces points de vue, toutes ces choses qui se rejoignent. Il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julien Perron, que vous connaissez peut-être. Julien Perron, il a créé un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Il a parcouru, je crois, 200 pays. Il a interviewé des milliers, je crois qu'il a fait 1500 interviews. Et puis, il a demandé aux gens, c'est quoi le bonheur pour vous? Et il en a fait un documentaire. Donc, il a compilé tout ça, il en a fait un documentaire. Et j'ai eu vraiment la joie, il est également créateur du festival de l'école de la vie, peut-être que vous le connaissez par là. Et j'ai vraiment eu la joie de l'interviewer en août, à la fin du mois d'août.
Et comme je l'avais pour moi et qu'il avait interviewé 1500 personnes sur cette question du bonheur, je lui ai dit, mais du coup, toi qui as interviewé autant de personnes, comment est-ce que tu définirais le bonheur aujourd'hui? Tu as quand même eu 1500 approches différentes. Il a interrogé des experts, il a interrogé des personnes très spirituelles, des scientifiques, des sociologues, des enseignants, des personnes lambda également. Et donc, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, et du coup, alors, c'est quoi le bonheur pour toi? Qu'est-ce qui ressort de toutes ces interviews? Et il m'a dit, eh bien, c'est l'amour. Vous vous en doutez. Donc, c'est l'amour. Il dit, pour moi, si je devais définir le bonheur par un mot, ce serait le mot amour. Et donc, voilà, ça m'a interpellée une fois de plus. Je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on creuse davantage cette question et qu'on pense vraiment à ce qu'est l'amour pour nous et à comment est-ce qu'on peut le cultiver. Pour terminer sur cette intro, on va dire, de mon cheminement avec l'amour, on pourrait l'appeler comme ça. J'espère que ça vous parle un petit peu, ces petits moments de vie, en fait, qui se rejoignent autour de ce mot. J'ai été donc à un événement qui n'a vraiment rien à voir, un événement de marketing digital à Toulouse, donc il y a 10 jours, là où j'ai animé justement la conférence qui me faisait très peur. Et on a eu un discours passionnant du directeur de l'Institut Pasteur. Directeur de l'Institut Pasteur, donc ils font des recherches médicales vraiment sur la santé à l'ère du numérique. D'ailleurs, il anime une commission au gouvernement, il doit faire des rapports régulièrement au président sur cette thématique de l'avenir de la santé, de ce que le numérique peut apporter, de l'intelligence artificielle également. Il travaille beaucoup là-dessus. Et il a fait un beau discours de 15-20 minutes. Et il a terminé en disant que pour lui, l'humanité est en danger. Bon. Donc voilà, pour tout un tas de raisons, qu'on a aussi créé des outils qui sont dangereux, qui nous éloignent les uns des autres. Et que pour lui, ce qui peut sauver l'humanité, la seule chose qui peut sauver l'humanité, les gens dans la salle, il a un peu interrogé les gens dans la salle et tout le monde disait, voilà, avait plus ou moins d'idées et disait peut-être remettre l'humain au cœur des relations, etc. Et lui, il a dit, en fait, non, ça tient en un mot et c'est l'amour. Et pourtant, c'est le directeur de l'Institut Pasteur, c'est un médecin, un scientifique, voilà, qui a priori n'était pas là pour parler d'amour. Et il a terminé son discours comme ça. Donc, c'était assez incroyable aussi, je trouve que de ce point de vue-là, les personnes qui ont une autre approche, qui s'intéressent aux sciences, à la médecine, au numérique, eh bien, terminent un petit peu par cette même conclusion. Donc, voilà un peu pourquoi tous ces éléments-là réunis m'ont vraiment donné envie de parler d'amour ce soir et de voir comment est-ce qu'on peut peut-être définir l'amour ou en tout cas comment on peut le pratiquer, le cultiver chacun, chacune dans notre vitesse quotidienne. La première chose que j'aimerais vous partager sur l'amour, je ne vais pas trop rentrer dans la partie théorique parce que c'est pas le but, mais déjà c'est de retenir que l'amour n'est pas ce qu'on croit au premier abord, à savoir que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est exclusif. C'est-à-dire que bien souvent, on dit je t'aime, c'est pour notre conjoint ou pour nos enfants, voire nos parents, si on a de bonnes relations, qu'on est à l'aise avec ça, mais ça reste quelque chose de très restreint. Il y a le terme également, je t'aime, qui est un petit peu enfermant, emprisonnant, avec lequel on est plus ou moins à l'aise. Et voilà, on a vraiment le sentiment que l'amour, comme ça, quand on en parle, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'amour comme on l'entend dans les chansons, l'amour comme on le voit dans les films romantiques. Il y a vraiment un côté avec des hauts et des bas et quelque chose d'un petit peu passionnel. Il y a cette idée de séduction, il y a cette idée de plaisir, etc. Il faut voir qu'en fait chaque fois que je vous ai parlé d'amour, toutes les personnes avec qui j'ai parlé d'amour et toutes les approches que j'ai entendues, c'est pas cette définition-là de l'amour. Leur définition de l'amour, eh bien, c'est plutôt une émotion au-delà de toutes les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. Vous savez, souvent, on parle des émotions positives et des émotions négatives. Là, l'idée, c'est vraiment que l'amour, c'est une émotion suprême qui sous-tend toutes les autres, qui est au-delà de toutes les autres et qui est illimitée. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se contenter d'aimer une personne. Pas du tout. Déjà, on commence par s'aimer soi-même. Ça, on va en parler aussi. Et puis ensuite, l'amour, c'est un sentiment qu'on peut cultiver vraiment à l'égard de toutes les autres personnes, de toutes les personnes qu'on croise, voire de toutes celles qu'on ne croise pas.
voire de toutes celles qu'on croise et qu'on n'aime pas au premier abord, qu'on n'apprécie pas. Donc, il y a vraiment cette idée de sentiment très, très vaste. Vous savez, je le disais avec le bouddhisme, hein, ce sentiment d'universel. Voilà, il n'y a pas de limite à l'amour. En fait, on a vraiment un potentiel illimité. Donc, on peut aimer toutes les personnes à la fois. Il n'y a pas l'idée d'exclusivité. Voilà, je ne sais pas si ce point-là, ça vous parle. Mais donc, il faut vraiment, comment dire, en finir un petit peu avec notre conception habituelle de l'amour, à savoir quelque chose d'exclusif, notre conjoint, nos enfants, point barre. Voilà, vraiment, non, l'amour, c'est un sentiment, une émotion au-delà de toutes les autres, une émotion suprême qui peut inclure tout le monde, qui est absolument illimitée. C'est-à-dire qu'on peut cultiver cette émotion. Autre chose sur l'amour, c'est une émotion qui est éphémère. On ressent l'amour par moment et on peut cultiver ces petits moments pour qu'ils soient de plus en plus nombreux. C'est ce dont on va parler. Donc, il y a vraiment cette idée que l'amour est illimité. Voilà, que l'amour, ce n'est pas pour une personne. Donc, je sais que ça tranche un petit peu, qu'on a l'habitude plutôt de chercher l'amour, l'amour à deux, trouver l'amour de sa vie, etc. On voit un peu toutes ces expressions qu'il y a autour. Et en réalité, il faut vraiment avoir en tête que c'est une émotion illimitée, qu'on a le potentiel d'aimer absolument tout le monde. Voilà. À commencer par soi, parce que je crois que c'est également un point important. Donc maintenant, l'idée, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux cultiver cet amour? Comment est-ce que je peux susciter l'amour au quotidien un maximum, le cultiver pour le ressentir plus, pour créer en moi cette émotion suprême, la renouveler un maximum, et puis connaître du coup tous ces bienfaits dont on a parlé, même si le but n'est pas de chercher les bienfaits, mais ils seront là de toute façon. Alors Eliane, tu dis il y a probablement différentes formes d'amour. Moi, l'amour dont je parle, cet amour comme émotion suprême, cet amour comme on l'entend dans le bouddhisme, cet amour qui est synonyme de bonheur, cet amour au sens de loi d'attraction, c'est vraiment cette forme d'amour illimité, cette forme de bienveillance, de bonté, de compassion, mais pas compassion au sens pitié, c'est vraiment, comment dire, vibrer avec l'autre, en harmonie avec l'autre. Il y a vraiment cette idée de résonance, de partager quelque chose avec l'autre. On n'est pas forcé de l'avoir en face de nous, hein. Vous allez voir dans les pratiques qu'on va aborder, on n'est pas obligé de faire comme ça. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, de non-exclusivité, de potentiel illimité. Tu voulais rebondir là-dessus ou c'est autre chose que j'ai entendu? Non, c'était peut-être une petite interférence. Donc, comment est-ce qu'on peut cultiver cet amour? Moi, j'ai quelques pistes à vous proposer parce que je pense que c'est important de s'y mettre. Tout le prouve, hein, tout va dans le même sens. Comment est-ce qu'on peut faire pour cultiver cet amour? Donc déjà, je l'ai dit, cet amour, il est en lien avec des personnes. Il est en lien avec des personnes ou des êtres vivants. On pourrait peut-être même le cultiver à l'égard de la nature. Là, dans l'esprit, ce que je vous propose, c'est l'amour à l'encontre des êtres vivants. Donc, c'est ce que je vais vous proposer de tester. Donc, si vous voulez bien, on va faire cette petite pratique ensemble, sauf s'il y en a qui veulent réagir par rapport à cette définition, à cette notion d'amour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que pour vous, l'amour, c'est vraiment l'amour à deux et que vous ne voyez pas comment ça peut être autrement? Est-ce que, voilà, si vous voulez réagir par rapport à ça, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà suivi le cours consacré à l'amour, justement, puisqu'il y en a un dans la formation, le cours Cultiver l'amour. Est-ce qu'il y en a qui l'ont suivi? Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dérange de définir l'amour comme ça? N'hésitez pas à rebondir là-dessus. Quel point de vue adopter pour aimer quelqu'un avec qui ça ne passe vraiment pas? Eh bien, on va en parler. Je vais proposer justement une pratique pour réfléchir à ça. Parce que, bien sûr, c'est facile d'aimer les gens qu'on aime. Mais comment est-ce qu'on fait avec les personnes qui nous sont désagréables au premier abord? Il y a plusieurs façons de faire. On pourra en reparler. La première chose que j'aimerais qu'on essaye ensemble, c'est une petite pratique qu'en psychologie positive, on nous invite à faire, si possible, tous les jours, au moins régulièrement, et sur une pas trop longue période.
Alors ça, vous savez, c'est quelque chose qui est intéressant en psychologie positive en matière de bonheur, c'est qu'en réalité, euh, les pratiques qui sont suggérées sont rarement des pratiques qu'on nous recommande de faire tout le temps en permanence. Moi, par exemple, je vous propose de varier beaucoup les pratiques. Et la psychologie positive l'a prouvé pour énormément de pratiques. Il vaut mieux les varier que faire toujours la même chose. Par exemple, il a été prouvé, vous connaissez peut-être les 3 kiffs par jour, hein, ou cette idée de noter ces 3 gratitudes dans la journée. Il a été prouvé que le faire pendant plus d'une semaine, eh bien, ça perd ses effets. Vous voyez? Il y a vraiment l'idée de routine ensuite qui s'installe. Et en fait, on a besoin de diversité. On parle d'émo-diversité, ressentir des émotions différentes, donc pas toujours cultiver la même chose. Mais il y a une exception à cela, c'est tout ce qui est pleine conscience et méditation. Parce que là, pour le coup, toutes les études s'accordent à dire que plus on le fait longtemps, plus les effets sont bénéfiques et durent longtemps. Contrairement à la grande majorité des autres pratiques où il faut varier, tout ce qui est pleine conscience et méditation, alors ça peut paraître un peu rebutant pour celles qui sont pas familières de la méditation ou qui ont du mal à rester en place, on va dire, pendant qu'elles méditent et qui du coup n'aiment pas trop ça. Mais à part cette pratique-là, voilà, pour toutes les autres, je vous invite plutôt à varier. Donc la petite pratique que je vous propose qu'on teste maintenant, eh bien, elle est à faire quelques jours, puis ensuite on passe à autre chose, on essaye autre chose. Voilà, on a besoin de varier en fait régulièrement. Alors voilà la pratique qui est proposée. C'est une pratique que j'ai apprise en psychologie positive et qui a été créée, je crois, à l'origine par Barbara Fredrickson. Fredrickson, qui est une grande psychologue positive, voilà, que peut-être certaines d'entre vous connaissent. Et c'est la pratique qui consiste à simplement se mettre à l'écoute des interactions sociales qu'on vit tous les jours. L'idée, c'est quoi? C'est que simplement, en s'exerçant à être plus réceptive aux interactions qu'on vit tous les jours, simplement en s'entraînant à être plus réceptive à ça, eh bien, on améliore notre capacité à ressentir l'amour. Et tu vas voir que du coup, Louise, par rapport à ta question de tout à l'heure, hein, comment on fait pour ressentir l'amour envers des personnes qu'on n'aime pas, on va voir que comme toute chose, il y a un apprentissage qui est progressif. Et que tu vois rien que ce fait-là, identifier, faut bien porter son attention sur nos interactions sociales dans une journée. Et rien que ça va nous habituer à ressentir davantage d'amour. Parfois, en fait, on rencontre les gens, on est face à eux, mais on fait autre chose, on pense à autre chose, on court déjà vers autre chose, on se pose pas dans l'instant. Et du coup, eh bien, on passe un petit peu à côté de cette émotion qu'on pourrait cultiver. Donc, cette première pratique, et si vous voulez bien, on va la faire ensemble tout de suite. Comme ça, j'ai envie de dire, ce sera fait. Check. Parce que sinon, on reporte toujours après. Donc, on va essayer tout de suite. L'idée, c'est de revenir sur les 3 interactions les plus longues que vous avez vécues aujourd'hui. Donc, repensez à ces 3 interactions les plus longues. Si vous voulez, vous pouvez les partager ou alors vous pouvez les garder pour vous. Et l'idée, c'est simplement de se poser la question, est-ce que je me suis sentie proche de cette personne? Est-ce que je me suis sentie en phase avec cette personne? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sentiment d'amour, il est lié à quelqu'un d'autre et il y a une idée de résonance entre nous, enfin avec cette personne. Une idée de résonance, comme une idée de symbiose, de flux d'énergie qui passerait de l'une à l'autre. Vraiment cette idée d'échange, quelque chose qui se passe. Même si on va le voir, on peut cultiver l'amour sans être face aux personnes. Hein. Il y a plusieurs approches, plusieurs façons de pratiquer. Donc, essayez de revenir sur ces 3 interactions. Je vais faire également cet exercice aussi, si vous voulez bien. Et simplement se demander, est-ce que j'ai été proche de cette personne? Est-ce que j'ai été en phase? Autrement dit, est-ce que j'ai vraiment été présente à l'instant? Ça peut tout à fait être un animal de compagnie. Absolument. C'est pas forcément, c'est un être vivant. Voilà, c'est pas forcément un être humain. Donc, est-ce que j'ai été proche de cette personne? Est-ce que j'ai été en phase avec cette personne?
Ok, Christelle, toi qui ne travailles pas, qui n'est pas sortie, pas facile de la mettre en pratique. Il y en aura d'autres, t'inquiète pas. Il y aura d'autres types de pratiques, comme ça tu seras, tu il y en aura forcément une qui te concernera. Alors, les trois interactions les plus proches. Alors, quand on dit est-ce que je me suis sentie en phase, il y a vraiment cette idée, pour celles qui ont déjà suivi le cours, d'écoute, de présence. Ça, c'est très fort l'écoute, parce que le verbe écouter, on le connaît tout, on a une vague idée de ce que ça représente, mais en réalité, l'écoute attentive, l'écoute bienveillante, c'est vraiment une écoute avec énormément de présence. C'est faire comme si la personne qu'on avait face à nous était la personne la plus importante du monde pour nous en cet instant. Et vraiment de lui consacrer toute notre attention, d'être entièrement à ce qu'elle nous dit. Ça implique d'autres choses, hein, le fait d'écouter sans chercher à parler, sans chercher à donner son avis. Mais voilà, principalement, je crois qu'il y a cette idée de présence. Donc, est-ce que j'ai vraiment été 100% présente ou est-ce que je pense à autre chose et que voilà, j'avais déjà en tête ce que j'allais faire après ou ce qui s'était passé avant. Est-ce que j'ai vraiment été là? Cette petite pratique-là, des études l'ont montré, parce que ça, c'est vraiment un exercice validé par la psychologie positive. Les études ont montré que le simple fait de mettre de la présence dans nos interactions sociales, de se dire en fin de journée quelles ont été mes trois interactions les plus longues, trois moments où j'ai parlé le plus longtemps avec les personnes. Et euh, est-ce que ça peut être par téléphone? Oui, ça peut être par téléphone, parce qu'il y a vraiment un échange, une écoute. Par email, par écrit, je dirais non, parce que là, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'échange direct, quoi. C'est pas synchronisé entre guillemets, donc voilà, on n'a pas vraiment d'écoute. On peut, enfin voilà, je trouve que c'est moins parlant en fait à ce niveau-là. Donc oui pour le téléphone, oui pour le Skype ou le Zoom, oui pour bien sûr l'échange direct, oui pour l'animal de compagnie. Je pense que ça en parle aussi, ça en fait partie aussi. Donc voilà, simplement, les études ont montré que le fait d'être présente à cette interaction, en tout cas de réfléchir après coup, en fin de journée, en se disant est-ce que j'ai été présente, ce simple fait-là, eh bien, ça nous aide à être davantage présente. Vous faites cette petite pratique ce soir. Demain, vous serez, comment dire, vous serez plus à même d'avoir cette attention, d'avoir cette présence, d'avoir cette écoute. Je regarde juste si je n'ai pas raté des petites questions parce que je pense que j'en ai raté. Pas facile de voir comment l'amour peut ne pas être uniquement vers nos proches et les personnes qu'on apprécie. Non, c'est une autre conception. Je suis tout à fait d'accord, Christelle. C'est vraiment une autre conception parce que il y a pire que ça pour moi. D'une part, il y a donc que l'amour ne soit pas uniquement nos proches, les personnes qu'on apprécie. L'amour, c'est également pour nous. L'amour, c'est également pour les personnes qu'on croise, on va dire qui sont neutres. Et l'amour, c'est également pour tous les autres. Et ça inclut celles qu'on n'apprécie pas au premier abord. Donc oui, c'est un changement de conception. Ça paraît compliqué, mais en réalité, l'idée de cet amour comme émotion suprême, c'est que si on exclut quelqu'un d'autre du champ de cette émotion-là, de cet amour universel, on s'exclut soi-même. Il y a vraiment cette idée que c'est une globalité. C'est très difficile, notamment pour les personnes qui nous sont franchement antipathiques, voire qu'on déteste, voire qui font énormément de mal. Hein, il y a vraiment cette idée, à partir du moment où on englobe tout le monde, voilà, tout le monde, ça nécessite d'accepter également les défauts, d'accepter notre face obscure et la face obscure du coup des autres. Donc effectivement, c'est pas facile. Jessica, l'amour comme sentiment vers l'humanité ainsi que tous les êtres vivants, un sentiment très large et très profond. Vraiment, en psychologie positive, on parle d'émotion suprême. Donc, c'est vraiment quelque chose qui englobe tout le reste. Ok.
Sylvie, d'accord, tu étais d'accord. Kathleen qui dit, je me rends compte que finalement, j'écoute jamais 100%. Mes pensées partent souvent dans toutes les directions. C'est normal. Et j'ai envie de dire, pas de jugement. Tu vois là vraiment l'idée, la première étape, c'est simplement d'en prendre conscience. Voilà, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal. En prendre conscience, déjà, c'est un premier pas. Donc, pour l'instant, on est vraiment simplement voilà, dans cette idée d'identifier. Et d'ailleurs, vous savez, souvent, toutes les pratiques qu'on fait ensemble pendant les sessions ou qui sont sur les workbooks, vraiment, on commence souvent par une prise de conscience. Simplement, j'identifie et ensuite j'accueille ce qui se passe. Mais il n'y a pas systématiquement l'idée de c'est pas bien ou c'est bien ou je devrais pas faire ça. Voilà, c'est vraiment on essaie de on essaie d'écouter ce qui se passe, d'être le moins perfectionniste, on va dire possible. Donc Raph nous dit qu'elle est souvent déçue car eux ne sont pas pleinement présents en même temps que moi. Bien sûr, ça c'est quelque chose que je peux concevoir. Alors l'idée, une fois de plus, n'est pas d'avoir d'attente particulière, même si c'est difficile parce qu'on a envie que les choses se passent d'une façon ou d'une autre, de la bonne façon. Donc là, il y a encore une fois une idée d'acceptation. Accepter, aimer les gens qui sont odieux envers nous. Oui, il y a cette idée de ne pas les exclure de ce champ d'amour, même si c'est difficile. Et même si, j'ai envie de dire, on peut avoir d'autres approches complémentaires pour les personnes qui sont vraiment difficiles, vraiment pénibles. Comme vous êtes plusieurs à poser les questions, si vous voulez, on peut simplement revenir là-dessus, sur les personnes vraiment qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on n'aime pas? Alors, il y a une pratique qui est la méditation sur l'amour bienveillant. On va peut-être développer celle-là. La méditation sur l'amour bienveillant, est-ce qu'il y a des personnes qui détestent la méditation parmi vous, qui n'y arrivent pas, pour qui rien que le mot est pénible et évoque quelque chose d'ennuyeux, de rébarbatif ou tout ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment hermétiques à la méditation? Ou est-ce que ça va, ça vous parle ou Christelle? Pas hermétique, mais juste t'arrives pas à t'y mettre. Oui, très difficile. Ça, c'est sûr parce qu'on est tellement à l'opposé de ça dans la vie que ça nécessite de changer totalement sa façon de faire. Euh, difficile de court-circuiter les pensées. Alors en fait, l'idée n'est pas de chercher à obtenir un effet. Donc, c'est ce qui rend la chose la plus difficile parce qu'on a envie d'avoir une bonne méditation. Et en réalité, le simple fait de noter que c'est difficile, le simple fait de noter qu'on n'y arrive pas, c'est la méditation. La méditation, c'est vraiment juste l'observation de ce qui se passe. Voilà, donc il y a vraiment un côté non-jugement absolu. Moi, j'avais une prof de méditation qui répétait tout le temps cette phrase, c'était sans jugement aucun. Sans jugement aucun, sans jugement aucun. Et quoi qu'il se passe, sans jugement aucun. Il y a vraiment cette idée, j'accepte et en prenant conscience, je médite. C'est ça la méditation. Donc, je sais qu'on a envie qu'il n'y ait pas trop de pensées pour bien rester concentré. Mais en fait, voilà, l'idée, c'est plutôt d'observer qu'il y a beaucoup de pensées, d'observer que parfois on arrive à se concentrer et que, hop, on n'y arrive plus et de revenir régulièrement. Il y a plutôt cette idée-là avec la méditation. Tout le monde est d'accord pour dire que ça fait du bien, mais que c'est difficile et que la pratique régulière est compliquée. Pour celles pour qui la pratique régulière est compliquée, je vous propose, pour celles qui ont accès à la formation Boost, des petites pistes pour rendre ça un peu moins compliqué, un peu plus ludique. Pour vous donner un exemple, moi j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai acheté des tout petits bocaux pour mettre mes graines et j'en ai utilisé un justement pour faire une petite pioche à méditation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit dessus, j'ai pris 15 ou 20 petits papiers et chacun a le nom d'une méditation différente que je connais. Et voilà, j'ai replié tous les petits papiers, je les mets dans le petit bocal et de temps en temps, j'en pioche un. Ça peut paraître totalement anodin et petit, on va dire comme geste, mais en fait, rien que le fait d'avoir un petit bocal, de devoir piocher dedans, eh bien souvent, ça me stimule, ça me donne juste le petit truc en plus qui me donne envie de m'y mettre. En fait, c'est pas grand-chose du tout. Mais vous voyez, des toutes petites actions comme ça, des toutes petites choses qui changent un peu de l'ordinaire, ça peut nous donner le petit déclic pour le faire un peu plus souvent. Donc, celles qui ont envie de méditer, qui ont du mal à le faire, vous pouvez essayer cette petite technique du bocal de méditation. Voilà, c'est un tout petit truc, mais ça peut produire de beaux effets.
Et si grâce à ça, vous gagnez ne serait-ce que 3 fois 5 minutes de méditation, eh ben, c'est déjà génial. C'est un grand pas pour vous. Je reprends mon fil, puisque je m'étais éloignée avec la méditation. Je reprends mon fil pour revenir donc à cette idée de méditation sur l'amour bienveillant. Comment est-ce que j'inclus des personnes que je n'aime pas? L'idée, eh bien, ça va être de pratiquer ces méditations. Si vous voulez, je vous donnerai ensuite un lien pour une méditation sur l'amour bienveillant qui est accessible en ligne et qui est gratuite, que moi-même je suis beaucoup. C'est ma prof de méditation qui la propose. Alors, c'est pas une méditation entre guillemets à la petit bambou où la voix est très suave, etc. C'est, on va dire, beaucoup plus pragmatique que cela, mais c'est très utile, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, je vous donnerai le lien si vous le souhaitez. Donc la première chose quand on médite sur l'amour bienveillant, eh bien, si vous voulez, on peut le faire ensemble d'ailleurs. Est-ce qu'il est trop tard? Non, ça va encore. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. On peut faire juste quelques minutes, comme ça je vous montre un petit peu comment ça se passe, sachant que ça dure plutôt 30 minutes habituellement. Mais déjà, si vous en faites 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est déjà très très bien. Donc voilà, je veux pas qu'on se fixe de trop gros objectifs. Donc la première chose qu'on va faire, eh ben, c'est de fermer les yeux. C'est de fermer les yeux et de s'installer confortablement. Donc hop, on fait revenir l'attention sur notre corps, la posture de notre corps à cet instant. Et là, vous allez essayer de détendre ce qui n'est pas détendu. Donc on décroise les jambes, on met les mains à plat sur les cuisses, on relâche les épaules. Et moi, quelque chose qui marche très très bien pour me détendre, c'est de relâcher la mâchoire. Ça paraît tout petit comme geste, mais rien que d'entrouvrir les lèvres, bon, je peux pas le faire parce que je parle, rien que d'entrouvrir les lèvres et de bouger légèrement la mâchoire, ça permet de détendre énormément le visage. Donc voilà, on se détend. Ensuite, dans une méditation, deuxième étape, c'est la respiration. Donc là, on revient à sa respiration. On inspire, on expire et surtout, on met de la conscience. C'est-à-dire qu'on est présente à notre respiration. Parce que sinon, respirer, on le fait toute la journée. Mais l'idée, c'est vraiment là de rajouter une présence. Comme l'écoute tout à l'heure, de la présence. Et une fois qu'on a respiré quelques instants en conscience, eh bien là, on va penser. On va penser à une personne qu'on aime très, très, très fort. Ou un être vivant. Ça peut être un animal de compagnie. En fait, c'est un être vivant. Rien que son évocation nous fait sourire. On sent qu'il se passe quelque chose. On a le sourire qui arrive, on a des papillons dans le ventre. On se sent vraiment, sent une chaleur en nous. Il se passe quelque chose quand on pense à cette personne ou à cet animal. Et puis, on cultive ce sentiment. On pense à cette personne très fort et on peut même penser qu'elle a du chagrin. On peut imaginer qu'elle est en train de pleurer, par exemple. Et là, on sent vraiment en soi qu'il se passe quelque chose de très, très fort. On a envie de la consoler, on a envie de lui envoyer le maximum d'ondes positives, on a envie de la rendre heureuse, d'essuyer ses larmes, de lui faire retrouver le sourire. Et là, on sent qu'en nous, il se passe quelque chose de très, très fort. Et ce qu'on ressent face à cette personne qu'on aime profondément, qui est triste peut-être, eh bien, c'est de la compassion. C'est de l'amour. On a vraiment envie de lui apporter le maximum. Et on sent cette chaleur qui est là. Et à présent, quand on a entretenu cette émotion très positive, très forte, quand on a écouté ce qui se passe en nous, quand on aime profondément comme ça, eh bien, quand on a fait ça, on peut penser à quelqu'un d'autre. Une personne qui, par exemple, est neutre. On pourrait penser au boulanger qu'on croise quelques secondes ou un voisin qu'on croise de loin. Quelqu'un qui, a priori, ne nous suscite pas d'émotion particulière. Et là, on va penser à cette personne et
on va lui envoyer un maximum d'amour. On a chargé les batteries en pensant à l'être qu'on aimait profondément et à présent, on va envoyer à cette personne qui est neutre toutes nos intentions positives. Et on peut même répéter quelques phrases, quelques formules. Par exemple, puisse-t-elle être à l'abri, en sécurité? Puisse-t-elle être profondément heureuse? On lui souhaite un maximum de choses positives. Puisse-t-elle ressentir le confort, le bien-être, l'amour? On pense à ce boulanger et on lui envoie toutes nos ondes positives, on lui envoie énormément d'amour. Et on répète cette formule plusieurs fois. Et puis à présent, on va penser à une personne qui nous est un peu plus désagréable. Ça peut être un beau-parent, une collègue avec qui on a du mal à s'entendre, un chef qui nous reconnaît jamais notre travail ou qui est désobligeant. On pense à quelqu'un qu'on n'aime pas trop a priori. Et puis on repense à ce sentiment d'amour qui est encore très présent. Et on va répéter notre formule en pensant cette fois-ci à cette personne désagréable. Puisse-t-elle être à l'abri et en sécurité? Puisse-t-elle être parfaitement saine, parfaitement heureuse? Puisse-t-elle connaître le confort, le bien-être, la joie, l'amour? Et on va, pendant ces méditations sur l'amour bienveillant, commencer par les personnes pour qui naturellement on éprouve beaucoup d'amour et progressivement envoyer ce flux positif vers les personnes qu'a priori on n'apprécie pas. Et on répète notre formule. Et puis ensuite, eh bien, progressivement, on revient au contact de la chaise. On revient à sa respiration. On termine par une ou deux respirations en conscience. Et puis on rouvre les yeux. Donc ça, c'est une version accélérée d'une méditation sur l'amour bienveillant. Mais l'idée est vraiment de garder en tête cette progression. Je commence par les personnes que j'aime profondément. Et là, les sentiments d'amour sont très, très forts, très, très nombreux, très faciles à créer. Et petit à petit, eh bien, on va distribuer, diffuser cet amour aux personnes neutres, voire aux personnes qu'on n'aime pas. Il y a cette idée de formule, on peut appeler ça des mantras, vous savez, ces petites formules que j'ai employées. Puisse-t-elle être heureuse, puisse-t-elle être saine, puisse-t-elle connaître le confort, le bien-être, la joie, puisse-t-elle sourire, puisse-t-elle s'éveiller. On peut trouver toutes les formules qui nous plaisent. Mais donc cette idée, eh bien, c'est vraiment celle-là, c'est de faire cette progression. Donc comment mieux aimer les personnes qu'on n'apprécie pas? Eh bien, il y a ces techniques. Donc, méditation sur l'amour bienveillant. Je commence par un enfant, un animal de compagnie. Et ensuite, progressivement, eh bien, j'élargis aux personnes que je n'aime pas. Ça, c'est une première façon de procéder. Il y a d'autres façons, plus, on va dire, peut-être mentales, de procéder. Alors, c'est peut-être bien aussi pour vous de... Christelle nous pose une question, excusez-moi, je me suis arrêtée au milieu de ma phrase parce que je lisais sa question. Elle me dit personnellement, j'ai du mal à choisir une personne que j'aime profondément et de ressentir l'amour. Alors, il y a une autre façon de faire, Christelle, c'est que tu peux imaginer. Tu peux imaginer, par exemple, un bébé absolument magnifique qui a du chagrin. Tu peux imaginer, si tu aimes les animaux,
un bébé chat. Je parle de bébé parce que c'est toujours très mignon, un bébé. Tu peux imaginer un bébé chat qui est triste parce que sa maman l'a abandonné. Tu peux imaginer, tu vois, toutes ces choses qui naturellement te font ressentir quelque chose. Tu vois, vraiment te donne un élan d'amour, de bienveillance. Tu as envie que cette personne, que cet être aille mieux. Personnellement, moi, je comprends ce que tu veux dire, hein. Non, tu n'es pas la seule. Moi, j'ai également eu cette difficulté. Aujourd'hui, c'est facile pour moi parce que j'ai mes enfants. Mais effectivement, il y a quelques années, c'est quelque chose que je trouvais plus difficile. Donc, une chose que tu peux faire, c'est donc de visualiser un être imaginaire, on va dire. Autre chose que tu peux faire, c'est, si ça te facilite les choses, c'est de penser à une personne qui t'a aimé de manière inconditionnelle. Tu peux, tu vois, recréer comme ça ce sentiment d'amour en pensant à une personne qui t'a aimé très très fort et ensuite tu gardes à toi le sentiment. Ça peut être une autre façon si par contre tu as un exemple, par exemple ta maman qui a beaucoup pris soin de toi et que même si souvent nos mamans ne sont bizarrement pas les personnes à qui on pense en premier quand on fait ces exercices, parce qu'en réalité nos relations sont beaucoup plus complexes, il y a beaucoup de choses et donc voilà, les sentiments sont peut-être, on va dire, moins purs entre guillemets en apparence, même si bien sûr au fond ça peut être plus simple. Ah, d'accord, Karine. Même avec ses enfants, elle se battait pour être choisie. Tu peux peut-être les choisir ensemble à ce moment-là ou l'une après l'autre. Comme ça, tu les rassures aussi. Tu lui dis, rassure-toi, numéro 2, je te choisis dans un instant, je commence juste par ton grand frère ou ta grande sœur. Voilà, c'est possible. Visualiser dans ce cas les filles. Visualiser un être parfaitement mignon et voilà, qui réveille en vous beaucoup d'amour. Je peux comprendre parce que il y a vraiment l'idée d'un sentiment inconditionnel, très très pur entre guillemets, pour pouvoir le cultiver. Donc voilà. Moi effectivement, je prends mes enfants, mais je peux tout à fait comprendre que ce soit un petit peu difficile. Alors ensuite, on a une autre question pendant cette pratique. C'est dur de souhaiter de l'amour bienveillant à un collègue toxique quand même. La colère revient vite et c'est normal. Donc si la colère revient, dans ce cas-là, tu reprends au début. Hein, tu revisualises ton enfant ou le chaton dont on a parlé, etc. Tu recultives ce sentiment et ensuite tu y vas plus progressivement. À ce moment-là, choisis un collègue que tu aimes un peu mieux et puis progressivement, tu arriveras du coup à vraiment pouvoir ressentir cet amour, le cultiver même sur une personne qu'a priori tu n'apprécies pas. Ok. Voilà, donc ça c'est une pratique qui est très très puissante. Euh, c'est vraiment une pratique qui est très puissante et très franchement qu'on retrouve partout. C'est-à-dire que c'est pas un exercice qui sort comme ça de mon imagination ce soir. Hein. C'est vraiment une pratique, d'une part, qu'on retrouve en psychologie positive. Hein. Il y a des études qui sont faites dessus. On branche des personnes en état de méditation et de ce type de méditation, on voit ce qui se passe en elles. Et ce dont on se rend compte, eh bien, c'est que ces personnes renforcent leur immunité, libèrent de l'ocytocine, la fameuse hormone du bonheur, hormone de l'amour. Ça tonifie ce qu'on appelle le nerf vague. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est quelque chose qui participe au bon fonctionnement de notre corps et qui est directement lié aux émotions positives et notamment celle-ci. Donc vraiment, pratiquer la méditation et notamment cette méditation de l'amour bienveillant, c'est vraiment, j'ai envie de dire, the pratique. Si on avait une à retenir, je pense que ce serait celle-ci. Si on devait en choisir une dans tout le répertoire des pratiques qui existent au monde en développement personnel, spiritualité, psychologie positive, tout ce qu'on veut, il y a vraiment, voilà, vraiment cette idée. Euh, alors, on a Eliane qui nous fait également une remarque qui est très pertinente. Je vais vous la partager. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Il y a une autre façon. Effectivement, je voulais en parler tout à l'heure. Donc, quand vous m'avez dit que plusieurs d'entre vous, c'est compliqué d'aimer les personnes odieuses, il y a une autre façon qui est plus mentale, on va dire, de mieux apprécier les personnes désagréables. C'est d'essayer de les voir sous un autre angle. OK? Essayer de les voir sous un autre angle. Donc, changer un peu sa perception. C'est une autre approche et je pense que c'est intéressant qu'on en parle. Il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, ça peut être de simplement vous exercer à lister les qualités de ces personnes. Il y a une chose qu'il faut vraiment retenir et c'est une chose que je comprends, de manière plus que comprendre, que j'intègre, que je ressens de plus en plus. C'est à quel point
la réalité est impossible à définir avec une pensée, avec un sentiment, avec une idée, avec une phrase, avec une perception, en fait. La réalité, elle peut être perçue d'une infinité de façons différentes. D'ailleurs, on le voit bien, on est 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de façons de voir les choses différentes. Quand vous donnez votre avis, vous vous apercevez qu'il y a toujours au moins une personne qui est d'accord avec vous, une personne qui n'est pas d'accord. Que vous pensiez une chose ou son contraire, vous allez toujours avoir des personnes qui seront avec vous, toujours des personnes qui ne seront pas avec votre point de vue. Il y a vraiment une infinité de points de vue, de perceptions, et la réalité est trop vaste à englober, à appréhender. Une personne n'est pas capable d'appréhender toute la réalité. Une bonne raison pour être ouverte du coup, au point de vue des autres. Souvent, vous voyez, on reste un peu campé sur nos positions. On pense avoir raison parce que c'est notre carte du monde et que c'est dur d'envisager qu'en fait les choses peuvent être différentes de ce qu'on croit. Mais en réalité, il faut bien retenir ça. C'est que quoi que vous pensiez, vous avez à la fois raison et tort. Vous n'avez pas complètement raison, vous n'avez pas complètement tort. Vous êtes un petit peu entre les deux, tout comme les 7 milliards d'autres personnes dans le monde. Donc ça, c'est important à retenir et je pense qu'on peut tout à fait calquer cette idée sur cette thématique, donc de l'acceptation des autres qu'on n'aime pas au premier abord. L'idée, c'est par exemple de se demander, moi je l'aime pas parce que je vois certaines choses dans cette personne et si je m'exerçais à changer mon point de vue, quelles sont les qualités qu'elle a quand même cette personne? Imaginez quelqu'un, la mère de cette personne, ou quelqu'un qui l'apprécierait. Qu'est-ce qu'elle ou il apprécierait en lui? Il y a toujours des qualités. Je veux dire, il n'y a aucune personne qui est 100% nulle. Elle a toujours des qualités. Il y a toujours des choses auxquelles on peut se raccrocher. Vous voyez, pour créer une nouvelle perception. L'idée, c'est un peu de créer une nouvelle perception, en admettant que notre perception n'est pas tout à fait vraie. Donc là, on est plus peut-être dans le mental, hein, on est moins dans la visualisation, mais on peut faire travailler l'imagination. Et voilà, donc pensez par exemple à être une personne, imaginez qu'on est une personne qui l'aime, ce collègue toxique. Qu'est-ce qu'on aimerait en lui? Si on l'aimait, qu'est-ce qu'on aimerait en lui? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire quand vraiment il y a une personne qui vous insupporte. Et vous savez très bien qu'en le refusant dans votre boucle d'amour, dans votre cercle d'amour, vous vous excluez un peu vous-même. Donc vraiment, il faut essayer de faire évoluer cette perception. Donc voilà, si je l'aimais, qu'est-ce que j'aimerais en lui? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a une autre question que je trouve intéressante, et c'est pour rebondir sur ce que disait Eliane dans le chat, c'était d'imaginer les blessures. Imaginez cette personne en souffrance. On l'a fait tout à l'heure quand on parlait du bébé mignon qui souffre et on a vraiment envie de le consoler parce que personne n'aime voir l'autre souffrir. Et la pire personne qui soit dans votre entourage, imaginons une collègue très très toxique. Si un jour vous arrivez dans son bureau en fin de journée et qu'elle éclate en sanglots parce qu'il lui est arrivé quelque chose, parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a une souffrance, vous ne la verrez plus du même œil. Vous ne pourrez pas la détester pareil. Vous aurez perçu une petite faille, vous aurez ressenti une blessure et il y a naturellement quelque chose qui se crée d'autre. On n'a pas envie de voir les autres malheureux. Donc, naturellement, on crée quelque chose. Donc ça, c'est notre piste par rapport aux personnes qui sont difficiles pour nous, c'est d'imaginer leurs blessures, d'imaginer les souffrances qu'ils ont pu vivre pour arriver là où ils sont, de les imaginer en souffrance et de sentir qu'on a quand même envie de les aider. Et ça, c'est une petite faille dans notre non-acceptation de cette personne. On crée une petite faille en faisant ça. On ouvre une petite porte. Donc ça, je trouve que c'est... Est-ce que ça vous parle, cette idée? Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut également vous faire évoluer. Donc, se mettre à la place de quelqu'un qui aime cette personne et se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais si je l'aimais? Et deuxième chose, eh bien, c'est de l'imaginer en souffrance ou alors mentalement d'essayer de réfléchir aux blessures qu'elle a pu traverser pour en arriver là. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a notre carte du monde à nous. Et il faut dire qu'elle a peut-être vécu des choses très, très pénibles. Et si vous appreniez que cette personne, eh bien, soit elle subit des violences conjugales, soit elle a été maltraitée, est-ce que ça ne change pas un petit peu votre appréhension? Alors, il y a une question qui m'est posée par eux, peut-être
Émilie, qui nous dit pourquoi est-ce qu'il faut aimer ces personnes. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer ces personnes? Parce qu'en réalité, exclure quelqu'un de ce champ d'amour, Estelle, pardon, c'est s'exclure soi-même. C'est s'exclure soi-même parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'accepte pas. Et Eliane disait quelque chose d'intéressant également, pour la reciter, parce que son paragraphe était très bien écrit. Elle disait penser aux souffrances qu'a vécu l'autre et à ce que ces souffrances font écho en nous. Une personne qui nous insupporte bien souvent, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un écho qui se fait en nous. Ça ouvre quelque chose en nous. C'est qu'on en fait une affaire personnelle. Vous savez, vous connaissez cet accord Toltec. S'il y a quelque chose qui m'atteint chez cette personne, qui m'irrite, c'est que il y a quelque chose en moi, en réalité, qui fait écho à ce truc désagréable. Donc, on a quelque chose à apprendre sur nous également d'une colère contre quelqu'un. On a beaucoup à apprendre, en fait, de ces émotions un peu négatives. Mais vraiment, l'idée, c'est d'accepter ce qui se passe et d'essayer de faire évoluer son point de vue. Voilà, englober tout le monde dans l'amour parce que on a besoin de créer ces petites failles pour développer, diffuser un maximum, en fait, ce potentiel, profiter un maximum de ce potentiel illimité. Alors, on n'est peut-être pas obligé de commencer par ces personnes. Je pense que c'est trop dur de commencer par ces personnes. Mais est-ce qu'on peut être parfaitement heureux, si tant est qu'il soit possible d'être parfaitement heureux? Le terme est mal choisi, mais vous voyez l'idée. Est-ce qu'on peut être vraiment heureux si on oublie, si on essaie de faire abstraction de ces personnes? Est-ce que plutôt on n'est pas en train de se voiler la face et de refuser d'apprendre quelque chose d'important sur soi-même? Je pense qu'au contraire, les personnes qu'on n'aime pas ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre, voire peut-être plus que celles qu'on aime, en réalité. Parce que c'est un sentiment très fort de ne pas aimer quelqu'un. Et Eliane nous parle de l'effet miroir. Ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est une partie de nous qu'on n'aime pas non plus. C'est pour ça qu'on la voit, cette partie-là qu'on n'aime pas. Parce que si vraiment on était... vous savez, bien souvent, on dit des personnes jalouses que c'est parce qu'elles-mêmes, elles ont... comment dire? Et bien souvent, tu ressens de la jalousie parce que toi-même, tu as parfois ces pensées-là. Si on est parfaitement neutre dans ce qu'on ressent et ça ne fait pas partie de notre carte du monde, on ne voit pas cette chose désagréable en fait chez l'autre. Vous voyez, si on voit cette chose désagréable, c'est parce que il y a un écho, il y a un écho, il y a une résonance. On parle beaucoup de résonance, de flux d'énergie. Voilà, quelqu'un qu'on déteste a beaucoup à nous apprendre sur nous. Donc moi, je vous invite à faire ça. C'est vrai qu'on est tenté de ne pas commencer par ces personnes. Il vaut mieux commencer par les personnes qu'on aime beaucoup, mais gardez en tête l'idée que vous avez beaucoup à apprendre de celles que vous n'aimez pas. Donc ça, c'est vraiment une deuxième pratique pour cultiver l'amour, la méditation sur l'amour bienveillant que je voulais partager avec vous. Agrémenter, on va dire, compléter de ces pratiques plus mentales, de réflexion, d'imagination. On aime cette personne qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on aime chez elle? Trouver des qualités malgré tout. Trouver des bons côtés, on pourrait le dire plus simplement. Trouver des bons côtés. Et imaginer ses blessures, ses souffrances. On peut aller plus loin en se disant qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce rejet? Pourquoi est-ce que ça m'énerve autant? Pourquoi est-ce que ça crée autant d'émotions négatives? Ça pourrait me laisser parfaitement neutre, en fait, comme elle est. Après tout, pourquoi est-ce que je m'emballe quand j'ai ça face à moi? Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que j'ai tellement besoin d'autre chose qu'avoir ça, ça me révolte? OK? Donc ça, voilà, je pense que ça, c'est une autre manière d'aborder la question, d'enrichir un peu ce point de vue. Donc ça, c'était une deuxième pratique que je voulais partager avec vous. Il y a une autre petite chose, ça c'est une pratique un petit peu facile, on va dire que je vous invite à tester dès demain. C'est de vous engager, de poser une intention pour votre journée de demain. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez souvent cette idée de poser des intentions. C'est vraiment l'idée de savoir où on veut aller, de savoir ce qu'on veut obtenir dans une journée. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe aujourd'hui? J'y pense très, très fort. Je décide de le faire. Si je fais ça et que je pars avec cette vision claire, cette intention, j'ai beaucoup plus de chances que ça se réalise que si je n'y pense pas. Hein, ça a l'air très logique. Encore faut-il le faire. Donc, ce que je vous propose de faire demain, eh bien, c'est créer une intention et de vous engager pour votre journée à créer 3 relations
3 interactions affectueuses demain. 3 interactions affectueuses où vous êtes présente, où vous êtes vraiment à l'écoute, voire, si vous le pouvez, où vous exprimez quelque chose de positif, où vous faites un compliment, où vous dites quelque chose qui compte pour vous, vous partagez quelque chose de vous. Vous voyez, vous essayez de créer vraiment une relation chaleureuse. Voir si vous le pouvez, ça c'est le top of the top, de toucher la personne. Il se passe beaucoup de choses dans le toucher. Ça peut être juste vous voyez, petite main sur l'épaule. Alors bon, adapté, hein, suivant les contacts que vous avez, mais le toucher est très très important pour justement créer ce côté affectueux de nos relations, pour enrichir nos relations, nos interactions. Alors, pas les toucher déplacés, hein, quand il y a une personne qu'on n'aime pas trop, qui est un peu trop proche, ça peut être au contraire désagréable. L'idée, c'est vraiment d'essayer de créer cette interaction chaleureuse, vous voyez, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un moment de partage, un moment de présence réciproque, si possible. Après, si elle n'est pas réciproque, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre ne le renvoie pas, mais en tout cas, vous, vraiment d'essayer de créer ces relations-là. OK? Donc ça, je vous propose qu'on se le note pour demain, qu'on pose cette intention pour demain. Donc, comment on pose une intention? Pour moi, dès le réveil, on est allongé dans son lit et on se rappelle cette intention. Aujourd'hui, je crée 3 relations chaleureuses avec 3 personnes différentes. Je complimente, je partage quelque chose que j'ai sur le cœur, j'écoute attentivement quand on répond à ma question, je m'intéresse à l'autre. Si possible, je nous rapproche avec un contact voilà plus rapproché. Je touche l'épaule si je peux, je prends dans mes bras si je peux. Voilà, j'essaie vraiment de créer cette chaleur naturelle. Donc ça, c'est une autre petite pratique que je vous propose de tester pour demain parce que elle est très efficace et qu'une fois de plus, on met l'accent, comme avec le petit bilan en fin de journée où on repense à nos 3 interactions de la journée, on met l'accent sur les interactions. On prend conscience de toutes ces interactions. En réalité, chaque jour, on a 1001 bonnes raisons de cultiver l'amour. Alors là, on parle des interactions sociales. Il y a également d'autres façons de faire et je voulais terminer d'ailleurs avec ça parce que c'est un point important. J'aurais dû peut-être d'ailleurs commencer par là. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de cultiver cet amour à travers les interactions sociales, les relations sociales. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que la richesse de nos relations sociales, c'est le facteur numéro 1 de notre longévité. Les personnes qui se sentent le plus heureuses, qui vivent le plus longtemps, sont celles qui ont eu des relations sociales, des interactions sociales les plus riches. Donc, on est vraiment clairement dans cette dynamique de s'exercer à créer davantage de chaleur dans nos interactions. Donc ça, c'était la 3e petite pratique que je vous proposais d'essayer. Et puis, pour terminer, il y a une autre chose qui est quand même importante et dont je n'ai pas vraiment parlé ce soir et qui est bien embêtant, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire que là, on a parlé d'amour pour les autres, mais il faut être bien au clair sur quelque chose. C'est que pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et une fois qu'on s'aime soi-même, qu'on se suffit à soi-même, alors on peut accepter tous les autres. Et là, on revient un petit peu sur ce partage qu'on a eu, sur les personnes qui nous sont très pénibles et où vraiment on déteste quelqu'un parce que ce qu'il fait, il se passe quelque chose, ça nous révolte. Et l'idée de s'aimer soi-même et d'accepter ses côtés obscurs, eh bien, c'est aussi une manière de travailler à mieux accepter l'autre et ses défauts. Parce que bien souvent, ce qu'on n'accepte pas chez les autres, c'est une part de nous qu'on n'accepte pas. Donc, il y a vraiment, pour moi, cette idée de cultiver l'amour pour soi. De commencer d'ailleurs peut-être par l'amour pour soi. Ça, je sais que c'est quelque chose de très difficile, hein, parce qu'on n'est pas... oui, alors attendez, il y a Yann qui fait un petit commentaire. Je crois qu'on peut aimer les autres sans forcément accepter tout de leur comportement. C'est faire la différence entre la personne et ce qu'elle fait, entre l'être et le faire. Absolument. Et surtout, il y a aussi cette idée on n'est pas forcé d'être d'accord avec ce qui se passe. Il y a vraiment pour moi l'idée d'accepter les qualités, d'accepter qu'il y ait des défauts. Donc vraiment cette idée d'acceptation de la face obscure.
comme j'en parlais au début, ce pôle lumineux, ce pôle obscur, il y a vraiment l'idée d'accepter ce qui est là, de cultiver ce qui est là. Un petit peu pour moi, cette complémentarité, on va dire, dans l'approche qu'il faut avoir. Alors, Kathleen nous dit qu'elle a du mal avec cette notion, qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi. L'idée, c'est de dire que pour être, comment dire, la plus authentique possible avec les autres, pour aimer les autres sans condition, si on ne s'aime pas vraiment soi-même, on va avoir tendance à surréagir certaines choses, on va avoir tendance à avoir besoin de l'autre plus que de l'aimer de manière, on va dire, inconditionnelle et sans condition, voilà, vraiment inconditionnelle. On va avoir besoin de quelque chose, on va être en attente de quelque chose, parce qu'on ne peut pas, si on ne s'aime pas soi-même, forcément on a besoin de cet amour chez les autres. On ne peut pas vivre avec le sentiment qu'on ne s'aime pas nous, que les autres ne nous aiment pas. J'en ai parlé au début, vraiment tout le monde s'accorde à le dire, c'est que l'amour, c'est une condition numéro un, en fait, pour une vie heureuse. Le corps a besoin d'amour, le corps est fait pour être aimé. Le corps, d'ailleurs, l'esprit, on va peut-être élargir un petit peu, mais vous voyez, on a vraiment besoin d'être aimé, on est fait pour ça. Donc, si on ne s'aime pas soi, on va chercher cet amour ailleurs. Si on cherche cet amour ailleurs, on va avoir tendance à avoir des schémas de combler un manque plutôt que d'aller par envie spontanée. Vous voyez, là, on a cultivé l'amour, aller vers les autres par envie pour diffuser ce qu'on a déjà en soi, plutôt que de chercher à combler quelque chose. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça, mais pour moi, on ne peut pas s'exclure soi-même, tout comme on disait tout à l'heure, exclure quelqu'un, c'est s'exclure soi du champ de l'amour. Pour moi, s'exclure soi-même, c'est exclure également les autres de ce champ de l'amour. Voilà, il y a vraiment cette idée on est tous liés, d'interconnexion. Donc pour moi, vraiment, c'est une démarche qui est globale. Une démarche qui est globale. Et d'ailleurs, dans les méditations sur l'amour bienveillant, on peut tout à fait commencer ces méditations en pensant à une personne qui nous a aimé très fort. Et commencer en étant objet d'amour, objet de bienveillance, objet d'attention. Commencer par se nourrir soi. Et une fois qu'on est pleinement heureuse, qu'on se suffit à nous-mêmes en matière d'amour, qu'on se donne tellement d'amour qu'on n'en a pas besoin, on va aller vers les autres. On va pas rester sur soi, mais on va y aller, entre guillemets, avec plein de choses à partager. Et pas en construisant des relations qui peuvent être bancales parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on ne se donne pas à soi-même. Souvent, il y a cette idée, cette phrase que j'aime beaucoup, c'est de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais me donner à moi, que j'attends de quelqu'un d'autre, que je demande à quelqu'un d'autre. On a souvent beaucoup d'exigences envers, par exemple, son conjoint ou les membres de sa famille. On attend de la reconnaissance, on attend qu'ils nous comprennent, qu'ils devinent, etc. Et si on s'accordait déjà à nous-mêmes tout ça, oui, Christelle, ça fait exactement écho à ça. Si on se donnait déjà à nous-mêmes tout ça, ben on aurait peut-être moins besoin d'aller chercher ça. Et on pourrait apporter autre chose, on pourrait plus être dans la lumière, dans rayonner ce qu'on a rayonné, et moins dans la peur, dans j'ai besoin d'eux, comble s'il te plaît ce manque, cette insatisfaction que je n'arrive pas à combler, effectivement, qui peut déboucher sur une dépendance affective ou en tout cas des relations parfois bancales qui peuvent être houleuses. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de partir de soi. Alors comment est-ce qu'on cultive l'amour de soi? Eh bien, je sais que c'est difficile et qu'on ne nous l'apprend pas à cultiver l'amour pour nous-mêmes, ce qui est bien dommage, mais bon, peu importe, parce que là, on le sait maintenant qu'on est au courant, donc on va reprendre les choses en main et on va cultiver cet amour pour soi. Il y a plusieurs pistes. Il y a pour moi la piste de la méditation sur l'amour bienveillant. Je visualise une personne qui m'a aimé profondément. Je cultive ses sentiments. Je baigne dans ces sentiments positifs. Et je peux rester toute une méditation uniquement là-dessus. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pas égoïste, puisqu'ensuite, c'est pour le mettre au service des autres. OK? Donc, la méditation sur l'amour bienveillant, c'est une piste. Il y a d'autres pistes, des pistes que j'aborde dans la formation, comme par exemple le fait de régulièrement écrire sur ses qualités, le fait d'écrire sur ses talents, le fait de renverser ses croyances limitantes. Je suis nulle, j'ai pas d'amis,
j'y arriverai pas, je suis pas douée au travail, mon patron ne m'aime pas, etc. Toutes ces pensées qu'on peut avoir et on peut les remplacer par autre chose. On a tout à fait la possibilité de faire ça. Il y a une chose que je trouve moi un petit peu pénible, c'est qu'on a plus tendance à se critiquer et que ça fait bien, entre guillemets, de se critiquer, d'être dur avec soi, d'être exigeant avec soi et que se faire des compliments, alors là tout de suite, ça fait un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui partageait sur le groupe récemment un échange qu'elle a eu, je crois, avec son frère. Bref, elle lui dit, elle admirait quelque chose qu'elle avait créé. Voilà, je fais mal de le retraduire, je me souviens plus de tous les détails. Elle admirait quelque chose qu'elle avait créé, je crois, un dessin. Et elle disait, waouh, je suis fière de moi, il est superbe ce dessin. Et là, il y a quelqu'un qui passe, son frère qui passe, je crois, et il lui dit, bah dis donc, ça va les cheveux. Vous voyez, on a vraiment cette tendance. Ça fait pas bien de se dire que ce qu'on a fait est bien. Moi, je me souviens d'une prof que j'avais eue au collège et un jour, elle rendait les copies. Il y a quelqu'un qui avait eu, je sais pas, 13 ou 14 et qui était content. Et elle lui avait répondu cette citation de Balzac. Les gens contents d'eux-mêmes ont bien mauvais goût. Bon, Balzac, qui entre nous n'a pas eu la vie la plus heureuse qui soit, donc il n'est peut-être pas un modèle en matière de pensée du bonheur, mais les gens contents d'eux-mêmes ont bien mauvais goût. Ah bon? Bon, bah dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait alors? On passe notre vie à se détester et puis du coup on essaie de combler ça un peu chez les autres. Non, bref, c'est pas du tout ce qui est conseillé. C'est pas du tout ce que les études montrent. C'est pas du tout ce que toutes les approches recommandent de faire. Donc il y a vraiment cette idée, c'est d'essayer de renverser la vapeur qui naturellement est là, d'être son autocritique et plutôt de changer un petit peu cette petite voix critique en devenant son propre coach. Il y a vraiment cette idée ou sa propre meilleure amie. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Thich Nhat Hanh qui dit « Je suis ma meilleure amie, je suis mon meilleur ami ». On devrait toutes et tous être notre meilleure amie. Notre meilleure amie, quand elle fait quelque chose qui ne va pas, eh bien, on la console. On lui dit, mais non, c'est super ce que tu as fait, tu te rends compte, tu as beaucoup travaillé, c'est vachement bien, ça va te servir, tu vas voir. Euh, on le fait naturellement pour notre meilleure amie. Quand c'est nous-mêmes, alors là, c'est pas du tout la même chose. Oh, je suis vraiment nulle, j'arrive à rien, c'est une catastrophe. Quoi que je fasse, c'est raté, je ferais mieux de tout arrêter. On n'a pas naturellement ce discours-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est d'identifier cette petite voix négative. Si vous voulez aller plus loin, il y a la technique du bracelet pour ça. C'est de se mettre un bracelet élastique au poignet et chaque fois que vous identifiez que vous avez à votre sujet une pensée négative, alors je ne dis pas une pensée constructive d'amélioration, hein, parce qu'on n'est pas parfaite, il faut être clair et net et on doit s'améliorer, on a tout à fait intérêt à s'améliorer dans plein de domaines, mais simplement de ne pas en permanence se limiter, se répéter des croyances négatives qui nous font souffrir. Donc on peut se mettre un petit élastique au poignet et puis le claquer chaque fois qu'on identifie une idée négative, une pensée négative à notre propos. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je fais régulièrement avec mes croyances limitantes. Et le petit clac de l'élastique qui claque sur le poignet, et ben rien que ça, hop, ça nous fait sortir un petit peu de cette habitude, de ce réflexe qui n'est pas bon. Ça nous fait réagir, ça nous permet de répondre autrement à ce qui se passe. Donc, un truc que je vous encourage à faire, et c'est vraiment la quatrième chose que je voulais vous partager, la dernière, parce que je crois que ouais, je suis un peu trop bavarde, eh bien, c'est de remplacer votre petite voix en devenant votre meilleur ami. Devenez votre meilleur ami. Quoi qu'il se passe, parlez-vous, aimez-vous, soutenez-vous comme vous le feriez avec votre meilleur ami. Il n'y a pas de raison que votre meilleur ami ait un traitement meilleur que le vôtre. Voilà, vous devez vraiment devenir votre première conseillère, votre premier soutien, votre première épaule quand vous avez un petit coup de mou. Voilà, vraiment, je vous encourage à le faire un maximum. Donc ça, c'est une pratique qui est plus au fil de l'eau, on va dire, que la méditation, qui va être un petit moment de temps en temps. Mais vraiment, je vous invite à garder ça en tête. Commencez par apprendre à vous aimer vous-même avant de vous tourner vers les autres. Alors, Eliane nous dit, c'est efficace la technique de l'élastique. Kathleen, oui. Christelle, pas d'attente envers les autres. Donc là, je pense que c'était par rapport à l'idée de commencer par s'aimer soi-même. Oui, on a moins d'attente envers les autres. Parce qu'en réalité, la grande majorité des conflits qu'on vit avec les autres, les colères, les peurs, les disputes, le fait qu'on n'aime pas quelqu'un, vous voyez, toutes ces choses un peu négatives que nous suscitent les autres, ça vient bien souvent du fait qu'on attend quelque chose de spécial.
Mais si en fait on avait déjà tout, tout serait du bonus, et puis les choses négatives, bon, ça nous passerait un petit peu dessus. Parce que, bon, je m'en moque en fait. Moi, je sais ce que je vaux. J'en suis tellement convaincue. Je suis tellement mon propre coach que finalement, l'avis de cette personne-là à cet instant, ça a beaucoup moins d'impact sur moi. Je suis parfaitement alignée, je suis parfaitement en accord, je sais pourquoi je fais les choses. Vous voyez, quand on est son propre soutien, quand on se nourrit soi-même, eh bien, on a logiquement moins besoin des autres. Alors oui, ça me fait penser à la conférence sur la dépendance affective avec Maxime. Pour celles qui peuvent être concernées par cette thématique et qui ne l'ont pas vue, voilà, j'ai animé un live avec Maxime Gréau sur la dépendance affective il y a peut-être 15 jours maintenant, ou non, c'était peut-être début du mois de septembre, peut-être il y a un mois. Donc, je vous invite à aller la voir aussi sur la page Facebook. Ne passez quand même pas tout votre temps sur Facebook non plus. Mais voilà, trier les sujets. C'est vrai qu'il y a un live tous les 15 jours, donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Choisissez les thèmes qui vous plaisent le plus. Eliane nous a partagé un petit texte. Alors, un jour, j'ai lu un texte sur l'amour. Il disait qu'aimer quelqu'un parce qu'il ou elle fait des choses qui nous plaisent et ne pas l'aimer parce que la personne fait des choses qui ne nous conviennent pas, est-ce vraiment de l'amour? L'amour inconditionnel, c'est aussi réussir à accepter les autres tels qu'ils sont et s'accepter soi-même de manière inconditionnelle. Je n'ai pas dit que c'était forcément facile. Non, très clairement non. Mais c'est le challenge d'une vie, on va dire. C'est notre grand défi à toutes et tous. Et plus on cultivera l'amour, vous voyez, plus on diffusera ces bonnes ondes, ces fréquences élevées et positives, et ben, je pense plus on aura un impact positif. Et on a tous envie de changer le monde dans le meilleur sens qui soit. Je crois que commencer par cultiver l'amour de soi et le diriger ensuite vers les autres, c'est vraiment une belle manière d'agir dans le sens d'un monde meilleur. Voilà, n'ayons pas peur des mots, hein. Très franchement, quand on rayonne, on peut avoir un impact très fort sur beaucoup de personnes autour de soi. Et ensuite, c'est comme une contagion. Vous voyez, ça, comme une contagion. J'ai perdu le mot. Comme une épidémie, quelque part. Ça va aller ensuite de personne en personne. Ça peut se diffuser très, très loin, très, très vite. Donc voilà, vraiment garder en tête, à l'esprit que ces petits gestes-là pour cultiver l'amour pour vous et pour les autres, ça œuvre vraiment, ça participe vraiment à un monde meilleur, à un monde plus beau. Ça redonne sa place à l'amour et comme on l'a vu, eh bien, notre corps a besoin d'amour et on est fait pour ça. Donc voilà, quelque part, c'est rendre hommage à notre créateur, s'il y a un créateur quelque part. Voilà un petit peu les messages que je voulais partager avec vous parce que ça me tient à cœur et je pense que vraiment c'est un cœur du sujet. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Si vous avez retenu, juste pour les résumer, ces 4 pratiques que je vous propose d'essayer. Donc, c'est le bilan de vos 3 interactions sociales les plus longues de la journée. Est-ce que j'étais proche? Est-ce que j'étais en phase? Chaque matin, c'est de poser une intention. Alors, ne faites pas ça trop longtemps. Faites-le une semaine, ça suffit. Puis passez à autre chose et refaites-le plus tard. Je repense ensuite, je crée une intention pour la journée qui vient. Je m'engage à créer 3 relations affectueuses. Pareil, on prend conscience des interactions, on met l'accent dessus. On s'engage à être plus présente. Et ensuite, il y a la méditation sur l'amour bienveillant. On peut commencer par soi. On l'étend ensuite aux autres. Il y a également les pratiques dont on a parlé pour les personnes vraiment qui nous rebutent. Donc là, c'est de garder en tête que si ça m'atteint, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Donc, pensez peut-être aux blessures. Imaginez-la en train de souffrir. C'est pas sadique de faire ça, hein, c'est pour cultiver l'amour. Parce que dit comme ça fait un peu drôle. Et puis, imaginez, si vous l'aimiez, qu'est-ce que vous aimeriez chez elle? Autrement dit, changez votre perception un petit peu de cette personne qui n'est pas 100% détestable, qui doit bien avoir des qualités, au-delà de ce que vous voyez vous et de ce que vous ressentez vous. Et puis, devenez votre meilleur ami. Je crois que ça peut être vraiment la 5e piste. Faites un maximum de choses chaque jour pour devenir votre meilleur ami. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie. Voilà, essayez vraiment d'en faire le meilleur, la chose qui vous épanouit le plus. Rien que ça, c'est une façon d'être votre meilleur ami. Donc voilà, exploitez vos talents, changez de voix si vous avez besoin de changer de voix. Vraiment, faites ce qui vous fait le plus vibrer. Ça, c'est vraiment pour moi une manière de rendre hommage à la vie et de participer un peu à ce message positif. Voilà pour ce petit récap des différentes pratiques pour cultiver l'amour. Jessica nous dit, ça me touche beaucoup. Cultiver l'amour, œuvrer pour un monde meilleur. Oui, clairement, je crois que
on participe un petit peu à ça en étant là réunis. On est 20 ce soir. Il y en a d'autres qui le verront demain. Et puis, bah, comme ça, de petites graines en petites graines, en fait, on arrive à de super choses. Merci beaucoup à toutes. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Alors, vous savez que sur le programme, vous pouvez nous poser vos questions quand vous voulez. Également, une chose aussi que j'aime beaucoup, c'est les réponses vidéo sur le groupe Facebook. Vous avez une question, quelque chose qui vous bloque, posez-la sur le groupe parce que je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos-réponses comme ça. Je pense que les messages passent mieux quand il y a le direct par rapport à l'écrit simple. Donc, je vais vraiment privilégier ce mode de fonctionnement. Ça permet aussi aux autres de voir la réponse et du coup, je pense que les messages passent beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe si vous avez besoin d'éclairage vidéo. Voilà, je peux vraiment largement faire ça avec grand plaisir. Voilà. Donc, ça rend les choses plus claires, Louise. Oui, les vidéos-réponses, moi aussi, je les trouve chouettes parce que c'est vraiment à chaque fois un éclairage et je trouve que comme ça, on avance bien. Ça nous permet de bien avancer. On a bien élargi la notion d'amour, en effet. Vous voyez, on a bien dépassé le couple. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de nos chéris dans cette histoire. Hein. Et ben voilà, tant pis. En fait, l'amour, c'est plus que ça. Voilà. C'est pas pour les vexer, mais en réalité, il y a vraiment cette idée de sentiment illimité, non exclusif, beaucoup plus large, beaucoup plus profond, à commencer par soi. Je crois que ça, c'est important pour résumer le sujet. Merci à toutes pour votre présence, pour votre confiance, pour votre enthousiasme. Voilà, Louise, t'as pas de chérie, bah, tant mieux comme ça. T'es tranquille. En tout cas, il n'y en a pas besoin pour être heureuse et pour cultiver l'amour. Et je pense que ça, c'est un message important. Parce que dans notre société, on a l'impression que l'amour, c'est à deux et qu'il faut avoir quelqu'un pour être heureux. Il y a ce modèle qui est véhiculé. Et en réalité, en cherchant ça, on cherche surtout à combler un manque. Donc, on ne part pas forcément vers l'autre pour de bonnes raisons. Donc, voilà, c'est chouette de se dire que l'amour, c'est soi, c'est tous les autres. Et voilà, c'est pas juste pour une personne. Merci beaucoup à toutes pour votre participation. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Il y a du boulot. Alors, Raph, c'est très gentil. Pour la petite histoire, sachez que cette couleur-là, ce bleu un peu électrique, eh bien, c'est une de mes couleurs waouh, comme on dit, dans le milieu du conseil en images. J'ai fait une formation conseil en images en décembre dernier. Et la conclusion, c'était qu'il fallait que je porte beaucoup plus de bleu électrique. Donc, dès que je vais dans un magasin, que je vois du bleu électrique, eh bien, je saute dessus maintenant. D'ailleurs, je vous en parle de ce conseil en images dans, je crois, le dernier défi du dernier module. Donc, bon, je crois que c'est vraiment pour le bout du bout. Mais je vous parle de cette importance aussi de l'image. Hein, ça permet d'être plus aligné, d'être plus en accord. C'est peut-être un détail, mais comme tous les détails, ça contribue à enrichir notre réalité et voilà, mieux trouver sa place. Donc, je trouve que c'est aussi un éclairage intéressant. Merci beaucoup les filles pour ces petites réflexions. C'est important aussi, ça en fait partie. Et donc voilà, donc ça ce sera le défi Triton Dressing du module Green. Donc voilà, un des derniers modules. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes. À très bientôt le mois prochain pour un nouveau webinaire. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à les partager. Je trouve que c'est très enrichissant quand ça vient de nous toutes, un petit peu le choix du sujet. Bonne soirée les filles. À très bientôt. Merci.